Très heureux de vous retrouver après ce court interlude qui vous propose une nouvelle configuration avec de nouveaux invités pour lancer une deuxième table ronde thématique de cette matinée. Bienvenue à celles et ceux qui continuent de nous rejoindre à l'occasion de cette journée du MOS en Lorraine 2021 qui est partie sur d'excellentes bases depuis 9 h ce matin. Alors dans le prolongement de la première table ronde que vous venez de suivre, où nous avons pu aborder avec beaucoup de clarté et d'expertise des enjeux liés aux organisations et aux coopérations public, privé en matière de santé sur notre territoire pendant cette crise pandémique. Il faut désormais décrypter plus en profondeur les deux univers particuliers que sont le secteur social et le secteur médico-social pour en comprendre et en analyser le rapport au travail pendant cette sortie de crise. Je crois que nous allons pouvoir en retirer de nombreux enseignements grâce aux 4 personnalités qui viennent de nous rejoindre, que je m'empresse évidemment de vous présenter. Bonjour Anne Boucher. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau, ça va ? Ça va très bien, merci. Alors vous êtes en effet une ancienne du diplôme MOS, donc vous êtes chez vous, dans le civil, vous dirigez l'IME Levenec basé à Valmont, donc tout près d'ici. Votre institut fait bien sûr partie du secteur enfance de l'API Moselle, l'association de parents et amis de personnes handicapées mentales. Je rappelle qu'il s'agit d'une association reconnue d'utilité publique, un réseau national d'une API auquel vous appartenez, dont les missions sont l'accueil, l'accompagnement, le soutien, l'insertion des personnes handicapées mentale. J'espère que tout est bien précis et juste. Tout est juste. Parfait. Raoul Morales Lamoura. Bonjour, cher monsieur. Soyez bienvenu. Ça va ? Ça va très bien. Vous êtes, cher monsieur, responsable interrégional de l'action associative au sein d'APF France Handicap. On précisera les choses dans quelques instants. Vous êtes également chercheur au laboratoire lorrain des sciences sociales à l'université de Lorraine. Là aussi, tout est juste ? Tout est juste. Parfait. Gatien Beaumont. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Ça va ? Ça va très bien, merci. Plaisir à vous accueillir en tant qu'expert dans les secteurs du social et du médico-social. Plus précisément, vous exercez vos talents en tant que maître de conférences associé à l'IAE Nancy School of Management, mais vous êtes aussi dirigeant d'entreprise. Vous avez fondé un cabinet conseil qui s'appelle Horizon Conseil. Joli mot, se donner un horizon, n'est-ce pas ? Et Bernard Balzani, très heureux de vous retrouver après la très belle séquence d'ouverture à laquelle vous avez contribué tout à l'heure. Ça va toujours ? Parfait. Vous êtes très loin de moi, là, je ne vous vois pas. Là. Alors, pour ceux qui nous change de place. Pour ceux qui nous rejoindraient, je rappelle que vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Lorraine, membre du laboratoire lorrain de sciences sociales. Je précise aussi que vous êtes le responsable adjoint de la mention management des organisations du secteur sanitaire et social à l'IAE Nancy School of Management et co-organisateur de cette journée de très haut niveau. Merci à vous. Alors j'ai dit 4 personnalités qui se retrouvent autour de la table. On aura aussi la chance d'en accueillir une 5e par vidéo interposée. Il s'agit de Jean-Philippe Viriot-Durandal, professeur de sociologie, président du réseau Reactis, le réseau d'études internationales sur l'âge, la citoyenneté et l'intégration socio-économique, dont nous partagerons le témoignage dans quelques minutes. Il s'excuse évidemment de n'avoir pas pu être avec nous. Bernard Balzani, je vais démarrer avec vous, à l'instar de l'exercice qu'a réalisé Julien Husson tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous donner le contour du thème qu'on va discuter ensemble pendant 45 minutes ? La crise pandémique a de façon évidente et à différents niveaux très durement impacté toutes les parties prenantes de l'univers social et médico-social, les professionnels, les familles, les patients, les clients, les anciens, les jeunes, les handicapés. Alors quel est votre constat ? Quelle analyse globale portez-vous ? Si vous voulez, pour faire court également, mais la situation de la pandémie a aujourd'hui en fait entraîné des bouleversements dans les organisations de travail et notamment dans la question de comment intervenir, comment être présent à côté des personnes et des différentes population. Donc, il nous a apparu assez évident avec Julien Husson d'interroger ou de mettre en place une table ronde autour de ces questions des conditions de travail, du rapport au travail en fait dans l'exercice professionnel. La situation de pandémie a bouleversé les organisations et donc il nous semblait important et crucial de regarder et d'interroger des professionnels et des experts autour de ce que la pandémie a modifié dans le rapport au travail et dans l'exercice professionnel pour les différents intervenants et les différents acteurs. Et de ces expériences, de ce qu'on pourrait peut-être aussi appeler des innovations qui ont peut-être débouché ou qui sortent de cette période maintenant vieille de 12 mois, 14 mois,
presque un an et demi en fait. Qu'est-ce qu'on va peut-être retenir comme évolution possible de la manière d'exercer, de la manière d'organiser et la manière d'accueillir l'ensemble des populations. C'est vraiment l'ambition de cette table ronde, dont je signale que par ailleurs, elle pourra se poursuivre éventuellement lors de l'atelier de cet après-midi. Tout à fait. À partir de 14h. À partir de 14h. Voilà, alors. C'était pour faire court. Hein. Alors, je vous en remercie. L'une des spécificités des secteurs dont on va parler, c'est qu'ils sont sans doute beaucoup plus diversifiés. Je mets des guillemets, hein, bien sûr, je suis prudent par rapport à celui qu'on a évoqué tout à l'heure, le secteur sanitaire. C'est peut-être aussi un point important pour parler organisation et rapport au travail. Qu'est-ce que vous en dites, Bernard Balzani? Oui, en effet, il y a une diversité qui est réelle hein, dans l'offre de services. Quand on l'évoque ainsi. Et cette diversité a comme effet d'avoir des organisations, même si il existe une volonté ou une évolution vers plus d'homogénéité, plus de parallèles entre les différentes organisations. Mais c'est vrai que l'histoire, les contextes, les origines des associations font qu'ils ont aussi développé des modes d'organisation et des modes de gouvernance, des modes d'accueil et d'accompagnement des populations qui montrent plutôt une diversité encore. Et donc c'est dans cette diversité que les acteurs ont trouvé les réponses, hein, et pas simplement dans une réponse uniquement sanitaire aux situations de difficulté que la pandémie a entraîné pour les différents publics. Donc une diversité d'organisations, donc une diversité de réponses possibles, c'est un peu l'ambition de cette table ronde. Maintenant, merci beaucoup. Anne Boucher, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous présenter l'IME que vous dirigez, qui sont les personnes que vous accueillez et que vous accompagnez? Donc voilà, je suis directrice d'un IME qui est un institut médico-éducatif qui accueille 120 usagers de 6 à 20 ans qui sont atteints de déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés. Donc notre mission, c'est de mettre en place un accompagnement spécialisé, adapté aux potentialités de la personne accueillie, construire un projet personnalisé, c'est co-construire un projet, je dirais même, entre l'enfant, la famille et l'équipe pluridisciplinaire de l'IME. Vous faites partie d'un réseau, hein, la PEI, voilà, ici en Moselle, tout à fait. Bien sûr. Quelles sont ses missions, son rôle, comment c'est structuré tout ça? Alors la PEI Moselle, c'est une association au service des personnes handicapées et de leurs familles qui est issue de la fusion de l'APEI Rossel-Aigné et l'APEI Thionville. Aujourd'hui, l'APEI Moselle, c'est 2000 personnes accompagnées, c'est plus de 1000 salariés et c'est 40 établissements et services qui sont regroupés en 4 grands pôles, le secteur enfance, le secteur travail, le secteur habitat et accompagnement spécialisé et le secteur habitat et vie sociale. Vous, c'est l'enfance. Moi, je fais partie du secteur enfance. Alors, chère madame, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu la manière dont la crise a été appréhendée par votre secteur et aussi par votre établissement en particulier? Quels ont été les premiers réflexes, les priorités absolues auxquelles il a fallu répondre? Alors, la priorité absolue pour moi a été de protéger et de sécuriser les usagers et les professionnels. Donc dès le 7 mars, nous avons activé le plan bleu, l'équivalent du plan blanc dans le secteur sanitaire, qui est un outil de gestion de crise obligatoire depuis 2003 dans les établissements qui accueillent des personnes âgées et depuis 2007 dans les établissements qui accueillent des personnes handicapées suite à la canicule de 2003. Donc ce plan bleu détaille en fait les modalités d'organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique. Donc concrètement, ça s'est traduit par l'activation de la cellule de crise. Alors on parle bien d'activation puisqu'elle était déjà constituée, elle était prête. L'identification d'un référent Covid et d'une zone Covid au sein de l'établissement. La mise en œuvre des mesures d'isolement en cas de contamination. La vérification d'état du stock en matériel médical. Et puis l'actualisation du plan de continuité d'activité. À partir du 17 mars, là, on rentre dans le confinement strict. Là, l'établissement est fermé. Donc, on doit faire face à une réorganisation très importante de l'activité avec l'accompagnement à distance et la mise en place du télétravail. Alors, on a dit le mot prêt, on était prêt, mais est-ce que vous étiez préparé à affronter personnellement, en tant que responsable, bien sûr, vous, madame, mais aussi vos équipes à affronter un tel tsunami? Alors, en théorie, la gestion de crise fait partie du bagage de tout manager, sauf que cette crise-là
par son ampleur, par sa soudaineté, a entraîné quand même beaucoup de bouleversements. Et il a vraiment fallu réagir en urgence. Pour moi, d'autant plus, puisque j'ai pris mes fonctions en janvier 2020. Première fonction de direction, et 2 mois après, il y a eu la crise à affronter. Donc moi, je dirais que c'était un baptême du feu à vitesse grand V pour moi. Donc ce fut rude, j'ai vraiment pris conscience des lourdes responsabilités qui pesaient sur mes épaules, mais en même temps, ça a été exaltant et aussi intéressant. Alors pour les équipes, non, elles n'étaient pas préparées à ce travail-là, elles n'étaient pas préparées à l'accompagnement à distance. Le cœur de notre métier, c'est la prise en charge dans un établissement, au quotidien, avec les personnes accompagnées. Donc, et là, moi, je voudrais vraiment saluer et féliciter le travail des équipes parce qu'elles ont été réactives, elles ont été agiles en un temps record et elles ont su s'adapter à cette transformation et mettre en place un nouvel accompagnement à distance pour ne pas briser le lien avec les familles et les usagers, ce qui est fondamental dans nos métiers. Dans votre secteur, alors, quelles ont été les principales mesures en matière d'organisation du travail justement que vous avez dû prendre? Peut-être un exemple, vous parlez de la distance par exemple. Alors oui, la première mesure c'est l'accompagnement à distance et puis réfléchir avec les équipes aux modalités de cet accompagnement à distance parce que c'était nouveau pour nous. C'est assez théorique. Donc pour ça, on a utilisé les outils numériques. Alors ça s'est traduit par différentes activités à distance. Pour en citer quelques-unes, nous avons créé un groupe Facebook fermé pour les usagers et leurs familles. Donc c'était en fait des activités au quotidien avec un programme détaillé par jour comme on le faisait à l'établissement, mais à distance. Par exemple, les cours de cuisine qui étaient dispensés à l'établissement ont été proposés en tuto par les professionnels. Il y a eu du sport, il y a eu de la lecture d'histoire, il y a eu de la musique, du français, des maths. Les gens ont adhéré assez rapidement. L'outil le plus intéressant, c'est l'outil que s'approprient les familles. Et cet outil-là a été vraiment utilisé par les familles. On a eu beaucoup de retours positifs et vraiment, ça a été un succès. Bon, après, on a mis en place une astreinte téléphonique, on a mis en place une cellule d'écoute psychologique pour les familles qui étaient en difficulté, on a mis en place la continuité pédagogique par les enseignants, par l'envoi de contenu scolaire par mail ou par courrier pour les familles qui n'avaient pas Internet. Nous avons aussi appelé les familles régulièrement, 2 fois par semaine minimum, pour les écouter, pour qu'ils nous disent leurs besoins ou leurs difficultés. En tout, durant cette période, c'est 2000 actes thérapeutiques, pédagogiques et éducatifs qui ont été effectués par les professionnels. Raoul Morales Lamoura, je suis sûr que vous allez réagir à ce témoignage, mais juste avant, j'aimerais aussi vous demander si vous voulez bien nous dire les spécificités d'APF France Handicap. Il y a quelques différences avec les API. Par exemple, dans votre cas, ce sont les personnes handicapées elles-mêmes qui gèrent la structure et l'activité. Dites-nous ce que ça peut changer en période de crise comme celle de la Covid-19. Alors, oui, APF France Handicap est une association nationale, grande association nationale, mais une grande association nationale en matière de handicap, qui est gouvernée par les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Et elle a pour mission, elle se donne comme mission celle de représenter les personnes en situation de handicap dans les instances représentatives de la démocratie sanitaire et sociale. Et aussi d'avoir un panel d'offres de services qui devrait être au sein même de ce qui est son propos projet associatif. Ce qui est son projet associatif qui est modifié tous les 5 ans. Le projet associatif actuel, c'est celui qui est, et vous verrez pourquoi je dis cela, qui, dans son titre, c'est pouvoir agir, pouvoir choisir. Et du coup, la pandémie, notamment quand ça nous arrive au mois de mars, et qu'on a une obligation de protection, puisque l'État, finalement, qualifie les personnes en situation de handicap comme une catégorie des personnes vulnérables par essence, et nous demande justement de construire en tant qu'offre des services tous les dispositifs de protection de ces personnes vulnérables, même que Anne vient de c'est l'espagnol qui ressort, vient de nous citer. On a fait la même chose. C'est là, évidemment, nous pose
nous pose une question fondamentale, c'est-à-dire comment garantir ces pouvoirs agir, ces pouvoirs choisir des personnes en situation de handicap quand, à la base, on les considère comme personnes vulnérables de fait de leur situation. Et du coup, on les renvoie à ce que on pouvait les renvoyer à les années 70 à une pathologie et non pas à sa qualité de personne ou de citoyen. Bon, voilà, évidemment, ça a impacté énormément nos réflexions et nos manières de pouvoir répondre à ce qui était la contrainte de nos financeurs. Alors justement, quel regard sur la façon dont la période a été pilotée et gérée dans votre réseau portez-vous? Quelles ont été finalement les principales difficultés, les prises de décision majeures aussi qui ont dû être mises en place? Alors on a eu dès le départ, enfin, nous avons un panel de l'offre de services qui est très diversifié, qui va, pour le faire très court, et dans le temps que nous étions partis, de la possibilité de projets à distance comme de l'obligation d'une présence physique, par exemple dans un foyer, où on nous demandait, un foyer, une masse par exemple, où on nous demandait de fermer les portes de la masse, un peu comme on a entendu parler pour les personnes âgées dans les EHPAD, où les familles ne pouvaient pas y venir. Donc du coup, vous voyez, on a des manières de réagir que dans toute cette diversité, en prenant en considération ce qui étaient les obligations, et en même temps en essayant de rendre notre projet associatif viable, c'est-à-dire comment par l'intermédiaire institutionnel des CBS, comment pouvoir l'introduire dans la crise et qu'ils prennent part en tant que représentation des usagers pour pouvoir assumer tous les protocoles, les dispositifs et pour qu'ils puissent eux-mêmes le valider et avancer comme ça dès le départ, dès le mois de mars. Donc notre inquiétude principale était comment faire pour que la parole des usagers soit introduite dans les protocoles et qui allaient se mettre en place et qu'ils puissent donner leur avis sur leur application. Alors, Monsieur Morales-Lamoura, comment est-ce que vous pourriez nous relater en quelques mots les conditions de travail pendant cette période? Les choses ont forcément évolué en quelques 15 mois d'ailleurs. Avec quelles conséquences aussi? Alors, la première grande bouleversement, ça a été le mois de mars, et qui fait appel à ce que nous mettons en œuvre en termes de culture associative, c'est-à-dire cette parole de l'usager, cette parole de la personne concernée comme étant la primeur, et en plus une volonté de faire tout pour individualiser la réponse, c'est-à-dire ne pas donner des réponses globales. Donc ça, à partir du moment où, au mois de mars, on vous renvoie à une catégorie, il y a déjà une espèce de bouleversement éthique qui est demandé à nos salariés de réaliser, c'est-à-dire voir leur action d'une manière différente. Ça questionne finalement l'essence de ce qu'on est en train de faire. Alors les équipes ont été largement touchées par cela et c'est la fatigue. Il y a une fatigue morale qui est issue de ceci, qui est issue de cette flottement en termes d'essence de l'action qu'on est en train de faire. Par la suite, il y a l'impact qui est diversifié entre les personnes qui doivent rester en proximité et qui sont obligées de fermer en lieu clos un établissement et qui auparavant comptaient sur l'extérieur pour pouvoir justement ne pas faire que ce lieu clos devienne un lieu clos avec tout ce qu'il y a comme projection des années 60, 70, les sensibles d'enfermement, etc. Il y a ça derrière. Et il faut dire on a eu dans la région de Grand Est les cas d'une défenestration, par exemple, une personne qui ne supportait pas rester enfermée. Et ça, comment est-ce que les équipes vivent ça? Mal, évidemment que les équipes vivent cela mal. Et on a dû pallier avec des équipes, des psychologues à distance, et pour les personnels, mais aussi pour les usagers. Et on a vécu aussi très mal, par exemple, la rupture de soins d'un certain nombre de métiers. Par exemple, les kinés qui, au mois de mars, arrêtent leur office
parce que ne pouvons pas toucher les publics, parce que c'est un vecteur de contamination, parce qu'il y a un tas de choses. Mais pour autant, des personnes qui, ce n'est pas juste du confort, faire du kiné, des personnes qui ont besoin de leur traitement en kiné pour ne pas perdre ce qu'ils savaient acquis en mobilité et en autonomie par cette mobilité, ont évidemment été impactés en tant que CG, mais les professionnels qui œuvrent avec eux, de même. Donc c'est une période qui a été très dure à vivre autant par les usagers que par les personnels. Bernard Balzani, une réaction peut-être sur ces deux témoignages. On voit des organisations, des logiques d'organisation assez similaires, avec quand même quelques différences. Oui, bien sûr. Pour moi, ça souligne la situation notamment d'une pandémie qui est une situation de mutation, d'évolution contrainte, et par rapport à laquelle les différentes équipes, les différents secteurs ont dû trouver des réponses. Et je souhaite quand même souligner cette dimension-là, d'une réponse qui est apportée, et que du coup, ce qui peut être une caractéristique de la diversité des modes d'approche, des modes d'organisation qui peuvent être multiples et divers, c'est quand même de rapporter ici qu'elles ont trouvé des solutions, qu'elles ont trouvé des réponses, et donc elles ont pu aller au-delà des impacts comme ce qui vient d'être souligné, au travers des expériences qu'Anne Boucher a présenté rapidement lors de sa prise de propos. Pour moi, la question aujourd'hui, c'est est-ce que ces événements vont faire un retour à ce qui se faisait et ce qui se pratiquait antérieurement, ou est-ce qu'il y a là aujourd'hui les prémices de nouvelles organisations de travail, de nouveaux modes de management, de nouvelles modes de gouvernance? C'est une question qui, moi, me semble importante à traiter. On va y venir. Je vous ai vu opiner du chef, Madame Boucher. Vous avez peut-être une réaction rapide sur ce témoignage. Et puis Monsieur Balzani. Le cœur de notre mission, c'est la prise en charge pluridisciplinaire au quotidien. Donc cet accompagnement à distance, il a généré beaucoup de frustration aussi chez les professionnels, parce que ils avaient plus l'impression de remplir correctement leur mission. Et on parle de l'arrêt des soins, on a aussi vécu ça, notamment par exemple pour des enfants qui ont des troubles autistiques. Mettre en place un accompagnement à distance avec ces enfants-là, ça a quand même été très, très compliqué, voire par moments impossible. Dans l'analyse qu'on a pu faire avec les équipes, on a aussi ressenti cette fatigue, cet épuisement, notamment par le télétravail, c'est-à-dire que les professionnels nous disaient qu'ils n'arrivaient plus à déconnecter. Et ils n'arrivaient plus, il n'y avait plus de coupure entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Gatien Beaumont, est-ce que vous pouvez nous préciser vos nombreux champs de compétences, d'expertise? Alors, les univers qui nous sont très bien décrits ici vous sont familiers, on peut peut-être rappeler d'anciennes expériences? Ouais. J'ai passé 18 ans à diriger des établissements, des associations dans le secteur social et médico-social, des entreprises associatives, des organisations de taille assez significative. Et depuis 5 ans, j'ai monté un cabinet de conseil qui s'appelle Horizon Conseil et qui intervient principalement sur la question de la transformation de l'offre et de la construction des nouveaux modèles dans le secteur social et médico-social. Alors du coup, quel regard portez-vous? Je vais profiter de cette expertise. Quel regard vous portez sur les organisations du travail dans les secteurs du social et du médico-social pendant cette période, à l'aune des deux témoignages notamment qu'on a entendus? Alors sans citer de nom, on pourrait peut-être aussi entendre quelques exemples, parce que vous-même, je crois que vous êtes intervenu directement, vous avez pris des fonctions. Racontez-nous un peu. Alors, sur cette période-là, moi je suis intervenu à 2 niveaux. Au moment où la crise était plus forte, j'ai eu l'occasion de reprendre une direction générale sur une association qui était en crise et qui était en carence de fonctions de direction générale, donc il manquait un capitaine à ce moment-là. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion d'accompagner les partenaires de mon entreprise dans la gestion de la crise et dans les évolutions à conduire sur cette période-là. Pour faire le lien avec la question de Bernard sur les enseignements et les évolutions que cette crise a permis, je ferai le lien avec des enjeux
extrêmement fort que nous avons aujourd'hui au niveau national qui s'appelle les enjeux de l'ambition transformation de l'offre. C'est un plan d'action ministériel, ambition transformation de l'offre 2022. Et je pense très profondément que la crise a permis d'avancer sur ces sujets de fond qui sont portés par les pouvoirs publics et qui sont portés par les acteurs du secteur. Alors, juste pour poser le sujet, il y a quelques thèmes sur lesquels les acteurs sont attendus. Un, la capacité à accompagner les personnes au travers d'institutions, de services ou d'acteurs externes. La capacité à décloisonner leur fonctionnement. La capacité à diversifier les services, à mieux accompagner la complexité. Je vais vous prendre deux, trois exemples d'acteurs qui se sont complètement inscrits dans ces logiques-là pendant la crise. Ça reprend l'exemple de Madame Boucher, secteur du handicap, secteur enfance, les IME ont diversifié leur offre de services. Quand j'accompagnais avant uniquement les enfants à l'école, à l'IME, eh ben désormais, je vais au domicile. J'ai mes professionnels de l'établissement qui interviennent au domicile, je diversifie. Je développe de nouveaux services, je développe des services de soutien aux aidants, de soutien aux familles. Donc les établissements se sont vraiment mis au travail pour, dans cette période-là, faire en sorte d'amener le service le plus adapté possible. Et c'était quasiment une préoccupation et des évolutions continues pendant la période de crise. Deuxième exemple, on attend des collaborations territoriales du décloisonnement. Et ce sera mes deux exemples suivants. Je m'arrêterai là. Un EHPAD sur un territoire pas très loin d'ici qui se retrouve totalement en situation de crise, il n'y a plus suffisamment de moyens pour accompagner les personnes. Vous êtes le mercredi soir, vous savez que votre cuisinier est sur le carreau, il n'y a plus personne pour faire à manger, il manque des bras et des moyens et des compétences pour accompagner les personnes. C'était pas d'appel au secours sur son territoire, et ça s'est vécu comme ça. Coup de fil du département de l'ARS qui cherche des ressources, et c'est une association du secteur du handicap qui n'a rien à voir avec ces publics-là, qui n'avait jamais collaboré avec cet EHPAD-là, qui envoie ses équipes en secours et en soutien sur l'EHPAD. Dernier exemple, alors c'est un projet qui avait commencé avant la crise, c'est un petit collectif qui n'est pas très loin d'ici sur les territoires de Meurthe et Moselle, qui s'appelle le collectif Nous vieillirons ensemble, qui rassemble l'hôpital de secteur, 3 EHPAD, un foyer d'accueil médicalisé qui s'occupe de personnes déficientes visuelles, un foyer de vie qui s'occupe de personnes déficientes intellectuelles, une communauté de communes, les services du département, donc des acteurs très différents qui n'ont pas forcément naturellement l'habitude de travailler ensemble et qui depuis quelque temps ont décidé ensemble de financer une fonction de coordination territoriale. Et bien, au moment de la crise, ce projet-là a pris tout son essor parce que cette fonction de coordination territoriale... C'est une évidence. Ah oui, complètement. La coordination territoriale a fait 3 choses en fait. Déjà, elle a été un relais pour mettre en œuvre tout ce qui était utile à la bonne gestion de la crise. Elle a permis de faire du lien entre les acteurs. Elle a été un observatoire fin des besoins des personnes sur leur territoire et sur leur bassin de vie. Vous savez, les personnes qui étaient isolées chez eux, en rupture de parcours, en rupture potentielle de parcours. Et puis elle a aidé à faire émerger des solutions supplémentaires à ce que faisaient les acteurs chacun dans leur coin. Madame Boucher a évoqué tout à l'heure la situation des personnels. J'ai juste envie de vous demander, est-ce que c'est normal que certains personnels des EHPAD refusent de rentrer à la maison pour ne pas laisser les usagers, entre guillemets, tout seuls C'est des situations critiques quand même. Enfin, j'avais noté cet exemple, mais bon, ça m'a un peu frappé, touché même. Mais... Oui, ça repose la question de la mobilisation ou de la surmobilisation, et les médias l'ont largement relayé, de certains professionnels mais qui ont tenu jusqu'au bout. Est-ce normal? Je veux dire, est-ce que notre système peut accepter ça? On peut le comprendre humainement, etc., bien sûr, mais c'est une belle histoire, mais... La question de la normalité, moi, je la reposerai pas à cet endroit-là, en fait. Si vous voulez, ça repose la question de l'engagement de ces acteurs-là, et c'est des acteurs qui sont engagés dans leur métier, ils ne sont pas venus là par hasard, et ils savaient qu'il fallait qu'ils soient engagés auprès des personnes pour que le système tienne. Vous savez, c'est l'histoire de la différence entre être concerné par quelque chose et être engagé. Je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire du fermier qui veut se préparer une omelette au lard. Il veut se préparer une omelette au lard, et pour faire son omelette, il a besoin d'un œuf, et il a besoin de lard. Il a une poule, il a un cochon. La poule, elle est concernée par l'omelette. Le cochon, il va être engagé. Et c'est ça qu'on a besoin d'aller chercher dans le... C'est ça qu'on a besoin d'aller chercher dans le secteur, et c'est ça... Alors la question, il faudra la reposer aux professionnels, juste pour boucler là-dessus. Cet engagement, se pose la question du prix de cet engagement.
Aujourd'hui, dans le secteur, tous les mois, il y a des employeurs qui, parce que des conventions collectives ne sont plus adaptées, sont obligés de remonter le salaire de certains professionnels pour les emmener au SMIC. Ces derniers mois a été relayée la question de la valorisation du service à domicile et comment on fait pour rendre ces métiers attractifs. Je pense que l'engagement, il est naturel et il est normal dans ces métiers-là, mais je pense que c'est normal aussi de pouvoir le valoriser. La mission prend parfois le dessus sur la lourdeur de l'acte professionnel à réaliser, Madame Boucher, c'est ça? Oui, complètement. De toute façon, là, les professionnels, ils ont montré tout au long de la pandémie leur attachement à cette mission, qui est dans nos établissements la garantie d'un accompagnement spécialisé et individualisé de l'usager en lien avec sa famille. En tout cas, oui, comme le disait M. Beaumont, elle a clairement pris le dessus, malgré des conditions de travail qui ont été assez difficiles. Dégradées. Dégradées. Comme on dit maintenant. Alors, comme promis, je voudrais qu'on donne la parole à Jean-Philippe Viriot-Durandal, qui va très bien compléter notre propos. Je rappelle que M. Viriot-Durandal est professeur de sociologie, préside le réseau Reactis, le réseau d'études internationales sur l'âge, la citoyenneté et l'intégration socio-économique. Il nous livre une analyse précise sur les impacts de la pandémie, sur les différentes dimensions du travail et de son organisation dans les institutions du secteur social et médico-social. On l'écoute. Jean-Philippe Viriot-Durandal, bonjour. Merci d'accepter de participer à notre journée du MOS 2021 ici à Metz. On le fait à distance. On prend quelques moments, si vous voulez bien, pour parler des conditions de travail, du rapport au travail pendant cette crise dans l'univers du social et du médico-social. Je vous présente rapidement. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Lorraine. Vous êtes aussi le président du réseau Reactis, réseau d'études internationales sur l'âge, la citoyenneté et l'intégration socio-économique. Un mot peut-être sur ce réseau ? Oui, ce réseau a été créé en 2006 à l'Université Paris-Dakar avec des chercheurs internationaux. Il a pour but de travailler autour de la question de l'intégration socio-économique et de la citoyenneté des personnes âgées. Le dernier colloque en date a eu lieu à Metz en 2020 avec plus de 33 pays représentés. Et le dernier projet en cours, c'est le travail sur l'évaluation de l'impact des mesures liées à la pandémie sur les droits humains des personnes âgées dans 20 pays avec une équipe de 44 chercheurs. Particularité, ces chercheurs au niveau international de 4 continents travaillent en français. On fait partie des derniers dans le domaine du vivant, en tout cas, à pouvoir continuer à ne pas parler en anglais. Voilà, et donc à rendre accessibles les travaux aussi à l'ensemble des gens qui sont moins à l'aise avec la langue de Shakespeare, mais qui, pour autant, ont un intérêt certain sur cette question des droits des personnes. Merci pour ces précisions. J'en viens au sujet du jour. Quel est l'impact que vous mesurez de la Covid, de la pandémie, sur les personnes qui bossent, ceux qui sont au travail, les personnels dans les institutions du social, du médico-social? Alors, je dois rappeler qu'on n'a pas encore des résultats préliminaires, donc et le sujet ne porte pas sur le personnel directement. Par contre, ce que je peux vous dire sur ce sujet, c'est que la crise de la Covid-19 a fait ressortir les difficultés des métiers de première ligne des EHPAD. Leur exposition à la mort, à l'attachement aux personnes et à la manière de faire un deuil dans une relation. Le problème, c'est que ce que vivaient au quotidien les personnels a été accéléré et hyper densifié avec une séquence extrêmement concentrée du nombre de décès par semaine. Et donc, cette intensification des séances à un rythme totalement inhabituel n'a pas rendu possible le travail de deuil et de recomposition psychique d'une partie des personnels. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir un effet, un double effet, en fait, un effet premier de sidération pour le personnel ou d'abattement, et puis un effet éventuellement de dépression, ou en tout cas des conséquences psychiques à moyen long terme après la vague que nous avons connue. Alors, cet impact-là, c'est un impact humain sur les personnels
important, avec différents types de conséquences, parfois des abandons, et parfois au contraire une réaffirmation de la noblesse de la mission et des tâches qui sont dévolues au personnel de première ligne dans les EHPAD. Mais quel est votre regard de sociologue sur l'organisation du travail avec de tels impacts qui sont violents d'une certaine manière? Vous avez raison d'évoquer ce point, puisque à la faveur de l'urgence, toute une partie des relations hiérarchiques ont explosé. On a eu des relations de coopération et de collaboration qui ont dû se faire au nom du maintien de l'équilibre de la structure et de cette mission, et au premier rang desquels la mission tout simplement de préservation de la vie. Donc, je crois, après, il faudra mesurer si c'est, on va dire, si le rapport aux procédures qui a été souvent mis de côté, si le rapport à la hiérarchie qui s'est réaménagé ont des effets durables. Mais en tout cas, on a déjà un premier impact de ce type sur la question de l'organisation du travail, de ce qui était peut-être superflu dans la bureaucratisation des tâches et des missions ou dans la hiérarchisation, et ce qui l'était moins lorsqu'on va revenir à la normale. Si tant est qu'on fasse ce bilan et qu'on ne passe pas à autre chose sans avoir véritablement comme souci de faire un travail d'analyse en profondeur. Et puis, cette crise a mis aussi en avant l'aspect vocationnel du travail de soins, qui était très connu dans le domaine infirmier, des soins infirmiers. Mais si on prend le care et non pas seulement le cure, donc le soin à la personne dans son ensemble, eh bien, on a vu quand même que ces métiers-là étaient arrivés aussi à dépasser les normes, les statuts, jusqu'à l'acceptation de la renonciation à une vie familiale avec l'auto-enfermement par certaines directrices avec leur personnel de manière consentante à Lyon ou dans le sud de la France, qui a poussé à une cohabitation permanente avec les résidents et qui a montré quand même jusqu'où pouvait aller du personnel attaché à ces missions. On peut aussi être attaché à ces missions sans aller aller jusque-là, à se sacrifier. Bien entendu. D'une certaine manière. Mais en fait, ça a fait ressortir ce côté vocationnel. C'est quand même assez étiqueté sur les métiers du soin, mais du soin type soin infirmier ou médical, mais moins sur le soin à la personne dans ces services de première ligne. Mais vous mettez en avant la vocation. J'aimerais vous réinterroger peut-être aussi sur la dimension de la compétence, de la formation. Vous faites le lien. Quels sont les efforts qui ont été faits ou qui doivent être faits dans ce cadre? Alors, premièrement, dans les situations d'urgence, effectivement, toute une partie de la codification, en fait, cède le pas précisément aux missions premières et à l'urgence. Donc, là aussi, on peut peut-être se poser la question de savoir si, au terme d'un bilan sur la classification des compétences, des champs d'action et d'interaction en équipe, il ne va pas y avoir peut-être matière à réflexion. Le point, c'est quand même l'émergence assez forte des supports technologiques comme support relationnel avec l'extérieur. Donc, le développement des tablettes, des relations Skype avec les familles. Donc, on a un personnel qui a dû s'adapter, en fait, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et qui a, du coup, acquis un certain nombre de compétences qui sont des compétences complémentaires par rapport à ce qu'elle savait de la gestion des relations avec les familles. Donc, en plus des formations sur les publics, sur les catégories publiques, leur handicap, leurs difficultés, la manière de les compenser, de faire le lien avec les familles de manière ordinaire. On a un deuxième acteur, et non des moindres, qui est comment utiliser la technologie au service de ces relations avec les familles et de ce qu'on appelle, peut-être un peu pompeusement, l'intimité à distance, qui est important parce que effectivement, tout le monde n'habite pas à côté de l'EHPAD de ses parents. Donc, on a un outil qui ne se substituera jamais au contact physique, dont on a vu qu'il était essentiel dans la relation, le fait de se toucher, de se reconnaître, d'avoir cette intimité un peu plus incarnée. Mais on a quand même ici l'émergence de nouvelles formes de compétences pour lesquelles le personnel n'était pas préparé. Et puis, ces nouvelles technologies, elles vont aussi impacter
le rapport avec les médecins spécialistes, avec les professionnels du secteur gérontologique et gériatrique qui gravitent autour de la personne. Donc là aussi, les personnels auront peut-être progressivement, dont les personnels de première ligne peu qualifiés, à qui on a confié souvent ce type de mission-là, mais en fonction des types de configuration, les psychologues s'y sont aussi collés, les animateurs, également l'EHPAD. Donc on voit bien ici que l'impact de l'isolement et du confinement a nécessité la mise en place de stratégies alternatives utilisant les nouveaux moyens de communication. Et il est fort possible ici que sur le plan de la formation et des compétences, on ait aussi à réfléchir à l'avenir. J'aimerais aussi vous emmener sur un terrain qui est important. On pourrait parler de politique publique. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ressort peut-être déjà de l'observation que vous pouvez faire sur ces derniers mois et surtout qu'est-ce qui va sortir en matière de politique publique pour améliorer les choses tout simplement? Alors, il est peut-être trop tôt pour faire un bilan définitif, mais en tout cas, des travaux qu'on est en train de mener en France, mais aussi en Italie, par exemple, et dans d'autres pays, en Russie ou en Chine, les questions qu'ont souvent posées les spécialistes de l'action publique étaient la question du phénomène révélateur que constituait la Covid dans les différentes sociétés. Pour l'Italie, ça a été assez patent, c'est-à-dire que l'Italie a pas trop focalisé la question sur le consentement, comme on l'a fait en France, par exemple, mais beaucoup plus sur les déficits structurels des hôpitaux publics. C'est un débat qu'on a retrouvé aussi en France. Partant du principe que si les sociétés avaient été suffisamment dotées en personnel, et on revient sur votre question, eh bien, la réponse, l'humanisation en fait de cette réponse aurait été probablement meilleure à tous les échelons. Donc, ce que révèle la crise de la Covid, c'est effectivement l'absence quasi structurelle ou le déficit quasi structurel en dotation en personnel dans les établissements. Donc, toute une partie des partis politiques, mais aussi des acteurs de la société civile et des syndicats se sont saisis de cette question en posant sur la table le problème des recrutements et des moyens dans les établissements. Donc, parce que, en fait, si l'on y regarde bien, l'absence de personnel, ou en tout cas les carences en personnel, induisent des formes de maltraitance institutionnelle, avec l'émergence, par exemple, de soins simplifiés ou l'absence de temps compassionnel pour des gens qui vont mourir. Et donc, là aussi, la Covid a joué le rôle d'un effet loupe sur des carences ordinaires hors système de réponse extraordinaire dans une période de pandémie et on va dire de carence de ressources conjoncturelles. Donc ça, c'est quand même un point qui me semble être assez important de remettre en avant, avec un problème quand même, c'est la question de la difficulté à recruter des personnels de première ligne, notamment des personnels peu qualifiés, et la question qui était déjà posée avant la Covid, de la revalorisation de ces métiers, qui va même jusqu'aux dernières polémiques avec le commissaire au plan sur la question du recours à l'immigration pour doter les EHPAD ou également aussi les sociétés de services à domicile d'un personnel qui accepte d'être en première ligne sans être nécessairement très bien valorisé, sans avoir non plus énormément de perspectives au niveau des évolutions de carrière. Donc, vous voyez, la Covid sert de révélateur du fait de l'intensification du durcissement des conditions de travail. Et la question est, qu'est-ce qu'on va en apprendre pour progresser collectivement? Ça nous renvoie à un point essentiel qui est celui qui nous rassemble. C'est qu'il faut en France qu'il y ait une alliance entre la recherche, et notamment la recherche internationale, le travail social et la décision publique. C'est la raison pour laquelle, depuis 2006, le REACTIS existe. Et vous y contribuez beaucoup, c'est ce que j'allais dire. Voilà, d'une certaine manière. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe Viriot-Durandal. C'était un plaisir de vous avoir et votre intervention va
va compléter celle de tous les autres intervenants de cette table ronde à laquelle vous participez, certes virtuellement, mais on vous retrouvera bientôt dans un centre de congrès ou ailleurs. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir partagé et je souhaite d'excellents travaux à l'ensemble des personnes qui sont présentes, en espérant bien sûr que nos chemins se croiseront bientôt. Absolument. Merci beaucoup. Au revoir. Bernard Balzani, on se pose la question de savoir, je fais une transition avec ce qu'on vient d'entendre, comment continuer à motiver les troupes juste après toutes ces périodes si difficiles. L'enjeu est gigantesque, il ne faut pas perdre de vue les personnes, mais pas non plus les compétences. Jean-Philippe Viriot-Durandal vient de l'évoquer. Ouais, effectivement, je pense que alors c'est vrai que pour ce qui nous concerne, IAE, c'est la formation des managers et des responsables à différents niveaux. Du coup, c'est en décalage avec l'intervention précédente qui faisait écho plutôt aux opérateurs de première ligne, comment on les désigne. Mais ils vont manager ces équipes. Mais du coup, il faut je fais ce lien aussi. Ouais, mais en effet, donc du coup, c'est une offre de formation qui va devoir évoluer. Je pense que ça, c'est un des premiers résultats, ou on dirait une première conclusion qu'il faut qu'on tire. La crise, la manière dont elle a été traversée et dépassée par les équipes et dans leurs diverses configurations, va nous obliger à revoir aussi l'offre de formation sur effectivement ces questions d'éthique, sur ces questions de déontologie, sur ces questions de motivation, d'engagement, et faire peut-être aussi que notre offre de formation ne soit pas qu'une offre, je dirais, de gestion de dispositifs, mais aussi d'accompagnement et de prise en compte en fait de la dimension psychologique, la dimension psychologique, la dimension psychosociale, humaine des professionnels, et que ça fasse bien partie intégrante du bagage de formation des futurs managers qui vont intervenir dans les prochaines années. Monsieur Morales Lamoura, qu'est-ce que vous en dites? Comment vous souhaitez rebondir peut-être sur ce témoignage-là et puis sur l'intervention de Monsieur Balzani sur l'offre de formation, enfin les contenus, les référentiels de formation? Je pense que cette crise... deux choses. La première, c'est que j'espère que nous ne viendrons pas avoir une langue de bois de la crise comme on a vu dans les années 90 ou même début 2000, la langue de bois, la mutation. Tout était mutation. Finalement, aujourd'hui, on parle de transformation. On oublie finalement que le sens même de nos actions au quotidien, c'est le mouvement. Agir, c'est bouger. Et du coup, pour un manager, le mouvement est perpétuel. La crise est perpétuelle. La réponse et l'adaptation est perpétuelle. Je ne connais pas des périodes, et pourtant je suis assez vieux, je ne connais pas de période où on n'a pas dû s'adapter à ceci ou à cela, à une crise économique ou à une crise pandémique. Le sens même d'un manager, c'est l'adaptation et l'adaptation au quotidien. Je pense que cette période-ci, celle qu'on vient de vivre, nous a appris ou a appris à nos managers une chose essentielle. Il existe une réelle différence entre efficacité et efficience. On peut chercher l'efficacité à tout prix, c'est la période du premier confinement, entre mars et mai. Par la suite, on a commencé à comprendre que cette efficacité, voilà, la protection des personnes, la santé, dire quelles sont les choses spécifiques, essentielles, considérer quel est l'essentiel pour l'autre et lui donner, voilà ce qu'on a fait entre mars et mai. Et ceci a créé d'autres problèmes que finalement ont un coût social ou un coût individuel ou un coût psychologique ou un coût même de santé qui pouvait être beaucoup plus fort que ce que l'on était en train de résoudre de manière efficace. Et du coup, on commence à réfléchir à ce moment-là l'efficience sociale de l'action qu'on est en train de porter, l'efficience sociale de l'action qu'on est en train de porter. Et à partir de cette réflexion-là, on intègre d'autres données, on intègre d'autres facteurs qui deviennent les œufs dans cette omelette au lard, comme on a tout à l'heure parlé. Et en intégrant ces autres facteurs, je peux m'apercevoir que finalement, agir avec une efficience
et peut-être plus, de manière efficiente et peut-être plus adaptée à juste vouloir l'efficacité de mes actes. Et aujourd'hui, par exemple, entre mars 2020 et aujourd'hui 2021, quand vous savez un discours institutionnel qui vous dit nous devons protéger les personnes vulnérables et voilà qui sont les personnes vulnérables, et un discours institutionnel qui vous dit nous comprenons que vous êtes tous des personnes responsables et agissons en tant que telles, évidemment, on a passé entre l'efficacité et l'efficience. Et ça, c'est un grand apprentissage. Madame Boucher, il y a de légitimes revendications aussi. Je reviens au témoignage qu'on vient d'entendre en vidéo. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui va évoluer, à quel prix ? Alors, il y a de légitimes revendications, mais il y a, je pense, aussi un besoin de reconnaissance, peut-être, de la part de nos pouvoirs publics. Ça va ensemble ? Parce que la crise sanitaire, elle a permis vraiment une prise de conscience de la valeur du travail social et médico-social, de l'engagement des équipes, mais elle a aussi mis en avant les problématiques que traversent nos secteurs. Donc, il y a des revendications salariales, mais pas que. La reconnaissance passe pas uniquement par l'argent, ça passe aussi par la confiance, par l'autonomie, par la valorisation des compétences, notamment par le biais de la formation. Et puis, moi, il me semble important aussi, comme le disait M. Beaumont, de réfléchir à une revalorisation de nos métiers, à les rendre plus attractifs. Et puis, vraiment, j'insiste aussi sur la formation des professionnels, puisqu'ils vont monter en compétences aussi, justement, en lien avec la transformation de l'offre et puis les nouvelles pratiques qui ont émergé durant cette crise. Vous n'arrêtez pas d'être interpellé, Monsieur Beaumont, entre l'omelette et les compétences. Je vais rester sur les compétences. Quelle place pour la formation, pour faire justement monter l'ensemble des personnes, des parties prenantes concernées en compétences? Et comment les préserver, les valoriser? Je retiendrai 4 enjeux en matière de formation, d'évolution des compétences. Le premier, c'est ce pourquoi tout le monde est là, c'est continuer à former, à faire monter en compétences les acteurs qui sont sur l'accompagnement et qui sont les premiers à aller au front, que ce soit dans des accompagnements quotidiens, mais bien entendu encore plus en période de crise. Et c'est d'ailleurs sur ce côté de la montée en expertise qu'est attendu le secteur social et médico-social au niveau national. La légitimité même d'un secteur spécialisé et de la capacité à accompagner la complexité sous toutes ses formes, que ce soit en période de crise ou en dehors des périodes de crise. Et il faut accompagner nos pros sur cette question-là. Deuxième point, ne pas négliger les fonctions transversales, les fonctions support qui ont aussi joué un rôle essentiel dans cette crise. Les cellules de crise étaient aussi composées des responsables patrimoine, des responsables qualité, et heureusement qu'on a des responsables patrimoine qui connaissent les locaux, la façon d'agencer des locaux et qui ont été au rendez-vous en matière de technicité. Heureusement qu'on a des responsables qualité qui ont été capables à certains moments de retraduire la complexité qu'on évoquait sur la première table ronde tout à l'heure. Troisième enjeu, il serait en lien avec l'élargissement et la combinaison des expertises différenciées, c'est l'enjeu de la coordination. Il faut former des acteurs sur les fonctions de coordination et faire monter en puissance ces fonctions de coordination. Et la coordination, je pense que ça ne s'improvise pas, il faut quand même soutenir les... C'est peut-être là que ça devient plus complexe. Et puis dernier point, peut-être pour les cadres et puis nos équipes cadres, continuer à les former à l'université et à l'IAE. Je crois que l'ADN des formations universitaires, c'est la capacité à aborder justement la complexité. Et dans nos formations, on amène autant de contenu que de méthodes et de capacité à aborder une question complexe. Et je pense que ça, en matière d'enseignement, et nos directeurs peuvent en témoigner, c'est peut-être une des compétences qui était la plus utile dans cette période-là. Il faut véritablement le cultiver. Alors merci pour toutes vos interventions, elles sont enrichissantes, profondes. On aura encore beaucoup de thèmes à aborder en atelier cet après-midi, donc on ne peut pas tout aborder dans cette table ronde. En guise de conclusion, je vous repose finalement la question de départ en comparaison avec d'autres secteurs. Est-ce que vous avez le sentiment que le rapport au travail va changer dans le milieu social et médico-social? Bernard Balzani, je commence avec vous. Vraiment en quelques secondes. Je pense qu'il va changer si on y ajoute la dimension de compréhension ou de recherche du sens. C'est-à-dire que c'est bien une organisation de travail au service
de la mission qu'il faut privilégier et pas l'inverse. Donc c'est dans cette direction-là que va certainement s'établir à la fois les offres de formation, les réorganisations et ce qu'on tirera comme enseignement avec un peu de recul maintenant encore sur ce qui vient de se passer pendant ces 12 derniers mois. Gatien Beaumont. Moi, je pense qu'on va conserver les enseignements de cette crise. Alors, je ne suis pas sûr, mais c'était abordé tout à l'heure dans une intervention, je ne suis pas sûr que ça se fasse à court terme. Peut-être qu'aujourd'hui, on est encore en train d'absorber le choc de la crise. On est encore dedans. Oui, on est encore dedans. Et peut-être que le fait d'intégrer ça dans nos pratiques à plus long terme se fera dans quelques mois. Mais vraiment, j'appelle de tous mes voeux qu'on garde ces logiques de collaboration, de décloisonnement, de réinvestissement à l'échelle des territoires. Maintenant, là où je suis un petit peu moins optimiste, j'aimerais que cette crise ait servi à changer le regard de la société sur notre secteur, sur le secteur de la santé, de l'accompagnement des plus vulnérables. Et je trouve qu'à certains endroits, on retourne vite dans le quotidien et on oublie ce travail qui a été fait et comment certains acteurs essentiels ont tenu toute une partie de la société française pendant ces mois-là. Et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qu'il faut avoir au niveau national parce que être dans la vulnérabilité, en situation de handicap ou malade, nous sommes tous concernés par cette question-là. Et il y a un véritable enjeu de société au niveau national. Et il ne faut pas qu'on oublie les enseignements de cette crise, surtout ne les oublions pas trop vite. Madame Boucher, vous ne pouvez être que sensible à ces propos. Et oui, je remercie M. Beaumont pour sa conclusion. Parce que bon, voilà, les semaines de confinement et déconfinement, je crois qu'elles auront été un accélérateur pour des évolutions qui avaient déjà commencé à être amorcées avant la crise. Je pense par exemple à la prise en compte toujours plus grande du point de la place des familles, l'usage du numérique, etc. Moi, je crois qu'il faudra pérenniser l'émergence de ces pratiques innovantes, mais en concertation avec l'ensemble des acteurs et la participation active de tous à la transformation d'un secteur, je crois, qui a fait vraiment la preuve de son engagement tout au long de la crise. Raoul Morales Lamoura, je vous laisse le mot de la fin. Un mot court, certes. Je pense que ce qui était stoppé en mars, qui a été réactivé par les passions que cela avait relevées au moment de l'avoir stoppé, c'est-à-dire la société inclusive, s'est réactualisé et a montré sa pertinence. Cette société inclusive passe d'abord par prendre en compte le parcours de la personne, passe par la personne en elle-même, la personne concernée elle-même. Et du coup, adapter la société autour de chacun au lieu de la voir comme une catégorie supplémentaire. Donc, passer par aussi arrêter de penser la politique publique et l'action publique par des catégories de public, mais plutôt essayer de la construire autour de la singularité de l'individu, de la personne concernée. Et ça a montré aujourd'hui que c'est la seule réponse qui pourrait être la plus pertinente pour pouvoir avoir une action publique efficiente et qui réponde pleinement aux intérêts de celui pour qui cette action publique elle est faite. Donc du coup, ça passe évidemment par tout ce qui a été dit tout à l'heure et par les inquiétudes et préconisations qui nous donne Anne. Ça partage les mêmes, on est en train de partager les mêmes constats. Voilà. Merci à vous, chers intervenants, chers panélistes, chers invités. Vous êtes passionnants et convaincants. Merci beaucoup. Et la dernière séquence est déjà en vue. Un petit jeu de chaises musicales, comme on en prend l'habitude régulièrement dans l'événementiel. Un peu de nettoyage. On se retrouve pour ce qui sera la dernière table ronde de notre matinée consacrée à la thématique suivante. Pensée valeurs, quels outils, quelles méthodes pour le manager hospitalier. Tout un programme. On se retrouve dans quelques minutes. Merci. Restez bien avec nous.